Au cours de l'histoire, la mer a toujours été mystérieuse, véhiculant crainte et appréhension. Ce monde inconnu et longtemps inexploré a engendré une multitude de mythes et de légendes dont le voyage d'Ulysse en est l'illustration. La disparition de navires et d'hommes engloutis par les flots a amplifié l'image menaçante de la mer. Depuis l'Antiquité jusqu'au XIXe siècle, la rencontre avec des créatures marines inconnues a suscité des peurs et des descriptions fantasques, transmises par des marins superstitieux, générant un monde sous-marin empli de mystères. Je me demande si c'est pas plus important de réussir à sublimer, à souligner cette dimension de mystère. Laurent Balesta est un plongeur de l'extrême et un photographe d'exception. C'est le premier naturaliste français à utiliser un scaphandre recycleur pour explorer les fonds. Il a réalisé les premières photographies du sélacanthe en plongée. Moi, ce qui m'intéresse, c'est pas la beauté des fonds marins. Qu'est-ce qui est beau, qu'est-ce qui n'est pas, c'est très subjectif. En plus, quelque chose qui est beau un jour, le lendemain, ça y est, c'est banalisé. Par contre, les choses qui durent, c'est les mystères. Et s'il y a bien un espace sur Terre qui est encore rempli de tous ces mystères, c'est le monde sous-marin. Depuis plusieurs milliers d'années, les hommes ont illustré cette mer mystérieuse par des représentations d'espèces marines, parfois chimériques et parfois réalistes. Dans la célèbre grotte Cosquer, datant de 30 000 ans, plusieurs animaux marins côtoient les dessins de chevaux, chamois, bisons et cerfs. On observe ainsi des méduses, phoques et pingouins. Puis, c'est sous diverses formes, mosaïques, sculptures, bas-reliefs, dessins, que cette mer nourricière et énigmatique est représentée au fil des siècles. L'image va véritablement se diffuser avec la naissance de l'imprimerie et de la gravure. Les premiers guides d'ichtyologie apparaissent avec des descriptions détaillées, accompagnées d'illustrations assez précises. C'est presque simultanément que les savants Rondelet, Belon, Gesner et Salviani publient leurs ouvrages vers 1550. La bibliothèque du laboratoire Arago date de 1881. Elle a été créée par Henri de la Casse-du-Thier quand il a fondé le laboratoire, car il estimait, étant loin de la Sorbonne, que le laboratoire Arago avait besoin d'une bibliothèque, comme aussi d'un cabinet de curiosités. Ce fonds d'ouvrages anciens nous permet aussi de pouvoir étudier l'évolution du dessin scientifique au fil des siècles. Parfois, on avait même des ouvrages tels que celui-ci, le manuel du naturaliste, qui aujourd'hui serait rempli de photos et d'images et de dessins. Dans cet ouvrage du XVIIe, il n'y a absolument aucune illustration. On ne peut pas parler d'illustration du monde marin sans évoquer l'ouvrage de Marcilly, qui est considéré comme le premier ouvrage d'océanographie, qui date de 1730. Un autre exemple d'ouvrage scientifique très reconnu, et c'est un ouvrage d'Esper, et qui date de 1794, où il y a autant de textes que de planches, et là encore, il y a la représentation de l'organisme dans son ensemble et une partie de l'organisme vue au microscope.
Après, là, c'est le côté artistique, c'est-à-dire qu'on décrit, même avec précision, puisqu'on a le microscope, mais on personnalise un petit peu l'organisme, c'est-à-dire qu'on lui fait, je ne suis pas sûre que ce soit fidèle à la réalité. On associe l'art et la science. Ça, c'est l'exemple même de l'ouvrage de Ferussac et Orbini. L'apparition des premiers aquariums permet au public de découvrir ce monde sous-marin mystérieux et inconnu. Le succès est immédiat et une foule nombreuse vient s'émerveiller devant cette vie sous-marine enfin dévoilée. En s'inspirant d'aquariums, certains illustrateurs vont dessiner des paysages sous-marins reconstitués artificiellement. Mais comment observer le vrai monde sous-marin ? Depuis des milliers d'années, la vision de cet espace ne s'est faite que de la surface par temps calme, car ouvrir les yeux sous l'eau ne donne qu'une vision floue, bien que cela ait permis aux pêcheurs de récolter des huîtres et des éponges pendant des siècles. Lorsque la mer se ride et empêche une vision directe, des pêcheurs utilisent depuis l'Antiquité la technique de jet d'huile afin de casser ces rides et de voir leur proie à capturer. Une technique que Boutan a utilisée pour ses premières photographies sous-marines, mais sans grand succès. Plus tard, l'apparition de la lunette de Kalfa, un seau à fond de verre, va permettre une vision directe de zones plus profondes et sera utilisée par les marins et les pêcheurs. En 1862, un jeune diplomate viennois extrêmement original, à la fois naturaliste, artiste et explorateur, peint les premiers paysages sous-marins sur les bords de la mer Rouge. Il le fait simplement à partir d'observations de la surface et de récoltes d'espèces prélevées par des plongeurs égyptiens à son service. C'est le premier naturaliste à évoquer la notion de paysage sous-marin, 30 ans avant Louis Boutan et quelques années avant Jules Verne dans son fameux roman « 20 000 lieues sous les mers ». Sa frustration est grande de ne pouvoir s'immerger. Aussi, Ransonnet fait construire une cloche à plongeurs individuels. La cloche de plongée, déjà décrite à l'époque d'Alexandre, est utilisée fréquemment au XIXe siècle pour des travaux sous-marins. Mais sa mise en œuvre demeure difficile pour la simple observation. Ransonnet emporte sa cloche sur l'île de Ceylan à l'automne 1864. Il est alors le premier naturaliste à dessiner dans sa cloche de véritables paysages sous-marins. Onze ans plus tard, un autre illustrateur, Paul Kaufmann, va franchir un pas de plus en s'immergeant en scaphandre afin de dessiner directement sous l'eau des croquis de l'épave du Magenta coulée dans le port de Toulon. Je m'armai d'une ardoise, et c'est sur cette ardoise que je traçai, non sans peine, les croquis que je vous envoie après les avoir reportés sur papier au sortir de l'eau. Avec la diffusion du scaphandre, utilisé essentiellement pour des travaux sous-marins, l'accès au monde du silence devient possible et une petite minorité d'hommes, mi-aventuriers, mi-artistes, va enfiler les chaussures de plomb et découvrir ce monde étrange.
Parmi eux, Zar Pritchard, un Écossais original qui va véritablement peindre sous l'eau. Il connaît dans les années 1910-1920 une notoriété amenant le prince Albert Ier de Monaco à acheter 4 de ses peintures exposées à Paris. Ce n'est plus une représentation naturaliste précise de paysages sous-marins, mais la révélation d'une ambiance et d'un mystère en restituant l'atmosphère enveloppant le peintre au moment même de la réalisation de l'œuvre. De nos jours, Malvina, peintre des profondeurs, perpétue cet art aquatique bien particulier. Un choc émotionnel très fort parce que j'ai découvert un monde complètement différent. Et le comportement de la lumière n'a rien à voir non plus. Et donc, comme la peinture, c'est de la lumière, ce que je voyais un monde éclairé de façon totalement différente. Et je ne savais même pas que ça existait, quoi. Alors, avant d'aller sous l'eau, j'avais vu des images, des photos de Cousteau, et donc j'avais des préjugés. Je pensais voir la même chose que sur les photos. Et ça n'avait rien à voir. J'en croyais pas mes yeux. J'ai mis mon matériel de peinture dans la baignoire, et puis j'ai testé les matériaux qui pouvaient résister à l'eau. Et une fois que j'ai mis au point cette technique, eh ben, j'ai commencé dans la piscine et après en mer. Et donc sur ces images, vous allez voir 3 séances de peinture. Et on voit bien que les matériaux, ils se comportent de façon tout à fait impeccable. Et alors je travaille avec des... Donc sous l'eau, on ne peut peindre qu'à l'huile, parce que l'huile ne se mélange pas dans l'eau. Et là, on voit, c'est une boîte de pastel et des bâtons d'huile solide. Donc les bâtons d'huile solide, c'est un petit peu comme des gros tubes de rouge à lèvres, c'est très gras. L'étrangeté de ces paysages sous-marins m'avait causé une très vive impression. J'aurais voulu rapporter de ces explorations sous-marines un souvenir plus tangible. Je résolus alors d'essayer de l'image photographique. Le professeur Henry Milne-Edwards est un éminent zoologiste adepte de l'observation sur le terrain. Pour lui, elle est essentielle pour comprendre la nature et étudier les espèces. Les savants de l'époque trouvent plus facilement des animaux à étudier sur la côte atlantique car les fortes marées laissent sur l'estran une multitude d'espaces propices à l'observation directe. Dans la Méditerranée, au contraire, l'absence des marées prive le naturaliste de ce mode d'exploration. J'ai alors pensé qu'il serait possible d'arriver au même résultat en ayant recours à un appareil analogue à celui inventé par le colonel Paulin pour servir dans les cas d'incendie. Sur les côtes de Sicile, Milne-Edwards est le premier scientifique à utiliser le scaphandre en 1844 pour explorer les fonds jusqu'à une profondeur de 6 mètres. Son élève, Henri de la Casse-Dutier, constate lors de ses voyages naturalistes les grandes difficultés matérielles auxquelles sont confrontés les savants pour travailler sur le terrain. Il a alors l'idée de créer des laboratoires maritimes sur le littoral de France. Le premier est établi à Roscoff en 1872 et le second à Banyuls en 1882. C'est là que le jeune zoologiste Louis Boutan, préparateur du professeur Lacasse-Dutier, réalisera ses expériences de photographie sous-marine. Louis Boutan est né à Versailles en 1859 et ses origines gersoises ne le prédestinaient pas au monde marin. Il baigne avec son frère Auguste dans un milieu familial tourné vers les sciences. Son grand-père était médecin à Lectoure et Augustin, leur père, agrégé de physique.
Voici un tableau représentant Augustin Boutan. Augustin Boutan est représenté ici comme professeur de physique. Il aura des hautes fonctions dans l'instruction publique et sera l'un des fondateurs de l'enseignement des sciences à l'école. Jules Ferry, arrivé au ministère de l'Instruction publique en 1879, appelle Augustin Boutan à l'inspection générale de l'enseignement secondaire. La vocation maritime de Louis s'affirme lors d'un voyage de 16 mois vers l'Australie. Il accompagne la mission française pour l'exposition universelle de Melbourne de 1880. Ce voyage est une révélation. À 21 ans, il découvre l'aventure des explorations lointaines et des mers tropicales. À son retour, il travaille sur les gastéropodes, puis prépare sa thèse au laboratoire Arago de Banyuls sur des mollusques, les fissurelles et Haliotis. C'est là qu'il commence à s'immerger en scaphandre. Nous avons scaphandré 3 jours de suite à Port-Vendre. J'ai trouvé beaucoup de larves et beaucoup d'haliotides. Ses collègues zoologistes, Émile Rakovița et Georges Pruvot, se sont aussi immergés en scaphandre. Pruvot écrit en 1886 dans le livre d'or du laboratoire: Le plus grand intérêt que m'a présenté la station a consisté dans l'emploi fréquent du scaphandre, instrument peu employé jusqu'ici dans les recherches zoologiques et qui me semble appelé à rendre les plus grands services pour la recherche et l'observation des animaux, surtout dans une mer sans marée comme la Méditerranée. Alors qu'il est professeur à la faculté de Lille, Boutan obtient un financement et un congé pour une expédition en mer Rouge. 11 ans après son premier voyage en Australie, il revient à bord du paquebot Yara dans le golfe de Suez sur les traces du baron Vandransonnet. Il souhaite ramener en France divers échantillons d'espèces qu'il ramasse à partir d'une barque à voile manœuvrée par des marins égyptiens. Je fis ma récolte avec l'aide de plongeurs arabes habiles, mais superstitieux à l'excès, qu'on peut suivre du bateau grâce à la transparence de l'eau. Devant ces magnifiques paysages de coraux qu'il ne peut voir qu'à travers la surface, Boutan est frustré de ne pouvoir les explorer en scaphandre, ni d'en ramener la moindre image. Sur les traces de Louis Boutan, Laurent Balesta évoque ce qui l'a amené à faire de la photo sous-marine. C'est une somme de choses. Il y a une frustration, la frustration de ne pas rester sous l'eau aussi longtemps qu'on voudrait pour observer. Et donc avec la photo sous-marine, c'est l'occasion de prolonger cette contemplation. On va faire une image et puis après on va pouvoir la regarder longtemps dans le détail en zoomant. Voilà. Une des raisons c'est ça, prolonger la contemplation. Ensuite il y a prouver le récit qu'on ramène de nos plongées. Ça je crois que ça a beaucoup contribué. On voit des choses extraordinaires sous l'eau, à 2 pas de chez soi. Et puis quand on rentre et qu'on raconte tout ça, on sent un peu de scepticisme chez l'auditoire familial, quoi. Et on se dit non, mais je te jure, c'est vrai. Et évidemment, le réflexe, c'est de dire je vais te le montrer. Pam, regarde la photo, c'est vrai, cette créature existe. Après, il y a eu le côté naturaliste aussi, c'est-à-dire la collection. Je veux avoir, comme si on pouvait posséder, c'est ridicule, mais je veux avoir tous les coquillages, toutes les étoiles de mer, tous les poissons, le côté naturaliste, pouvoir tout cocher par la photo. À son retour d'Égypte, Louis Boutan commence à réfléchir à la réalisation de photographies sous-marines. Alors qu'il vient d'être nommé maître de conférence à la Sorbonne, il décide début 1892 de faire fabriquer un caisson sous-marin destiné à recevoir un appareil photo. Tout Parisiens qu'ils sont et engagés dans leurs recherches scientifiques, Louis-Auguste Boutan aime à se retrouver à Miermonde, dans le Gers, dans la propriété familiale, pour continuer leurs recherches communes. Auguste termine juste l'école centrale et Louis ne tarde pas, en 1892, à faire appel à son frère Auguste pour la conception d'un caisson sous-marin photographique. Il doit en élaborer les plans pour la réalisation de l'objet qui permettra, dès 1893 à Louis Boutan,
de réaliser son premier cliché photographique à Banyuls. Les plans du caisson sont envoyés à la maison Alvernia située près de la Sorbonne et bien connue pour la fabrication d'instruments scientifiques. Le docteur Andrés Claros a constitué la plus grande collection au monde de caissons sous-marins pour appareils photo et avec le concours du cinéaste Christian Pétron pour les caméras. Bon, dans l'histoire de l'image sous-marine, on voit qu'il y a eu assez de projets, assez de caméras qu'on a développées. Et à notre avis, peut-être le plus intéressant, c'est de parler du caisson qui a fait Kurt Schaffer à Vienne pour Hans Haas. Hans Haas, il était passionné du cinéma, donc lui, il a fait un cadeau à sa femme, Lotte, et c'est elle qui a porté cette caméra. Mais alors, il n'existe que 2 exemplaires, l'original et celle-ci. Et maintenant, une très belle pièce. C'est une réplique du caisson de Louis Vuitton de 1893. Ce système va lui permettre de placer à l'intérieur un appareil photo modèle détective. Ce système de détective a besoin de différents viseurs pour bien régler les cadrements de l'image et aussi l'objectif. C'est la raison des multiples hublots que ce système a. Avec ce système, lui, il a fait ses premières photos avec un très bon résultat pour l'époque. À l'intérieur du caisson de Vuitton, il y avait l'appareil photo détective, comme celui-ci, avec le système qu'on parlait pour la vision et l'objectif, les déclencheurs. Et cet appareil, il était très simple à l'époque, mais très effectif pour lui parce qu'on pouvait avoir autour de 6 clichés. Ce curieux système, avec cette poire en caoutchouc, il a la mission de, tandis qu'on descend l'appareil, la pression augmente, ça va presser et ça va permettre d'augmenter la pression à l'intérieur du caisson pour éviter l'entrée, les fuites à l'intérieur du caisson. Ce système a été utilisé par les pionniers dans les années 30 pour compenser la pression sur le masque. Arrivé à Banyuls fin mars 1893, Louis Vuitton assiste à l'inauguration du Roland, le nouveau vapeur du laboratoire Arago, offert par le prince Roland Bonaparte. À son bord se trouve Joseph David, un mécanicien du chantier naval de la Seine-sur-Mer, embauché par le professeur de la case Duthier. Cet homme, intelligent et habile, va jouer un rôle considérable dans les expériences de photographie sous-marine. Vuitton effectue ses premiers essais photographiques dans la baie de Banyuls, puis dans l'anse du Troc, où l'eau est plus claire. En lumière naturelle, les poses sont extrêmement longues, de 10 à 30 minutes. N'ayant pas de montre sous-marine, il communique par signaux de corde avec le patron du bateau. Ces poses interminables s'expliquent par la baisse de lumière dans l'eau et par des plaques de verre peu sensibles, ainsi qu'un diaphragme très fermé afin d'avoir de la profondeur de champ. L'un des avantages de l'appareil détective, choisi par Vuitton, est la mise en place de 6 plaques de verre permettant d'obtenir 6 photos sans remonter à la surface. Louis Vuitton écrit dans le livre d'or du laboratoire. 17 juin 1893. Encouragé par monsieur de la case Duthier, j'ai essayé ensuite de prendre une série de photographies sous-marines à l'aide d'appareils spéciaux que j'avais fait construire en vue de cette étude. Tout d'abord, les clichés ont été pris à une faible profondeur, au-dessus du niveau de la mer, puis à l'aide du scaphandre,
J'ai pu opérer sous des couches liquides de plusieurs mètres d'épaisseur. Nous mîmes à profit une belle journée pour aller nous ancrer avec la balancelle du laboratoire à l'entrée de la baie. À propos de cette plongée qui vient d'être réalisée, il y a un certain nombre de paramètres qui sont absolument capitaux dans la mesure où il faut en surface un plan d'eau relativement calme. En fait, un ancrage au fond est capital de façon à ce que le scaphandrier puisse évoluer tranquillement au fond et non pas être attiré par le bateau à l'aide du tuyau qui le relie en surface. L'alimentation en air se faisant à l'aide d'une pompe à bras, il faut que l'alimentation soit régulière et constante. Au fond, la lumière est nettement moins importante qu'en surface, il fallait donc qu'il en tienne compte. Sous l'eau, pas de lumière, très faible lumière. Or, est-ce que c'est pas la base de la photographie, la lumière? C'est un exercice masochiste presque de faire la photographie sous-marine, c'est-à-dire faire de la photo dans un univers où plus on descend, moins il y a de lumière. Donc, bon. Boutan a bien conscience des problèmes de lumière en photographie sous-marine. Il fait appel à Eugène Chauffour, ingénieur électricien et camarade de promotion de son frère Auguste. Ces ingénieurs centraliens sont très actifs en cette fin de siècle novateur. 4 ans auparavant, leur collègue Gustave Eiffel a inauguré sa tour éponyme lors de l'exposition universelle de 1889 où l'électricité a été consacrée. Chauffour construit spécialement pour les essais le premier flash électrique sous-marin. Ce flash s'avère difficile d'utilisation sous l'eau et Boutan fabrique avec le mécanicien David la lampe tonneau constituée d'une lampe à alcool, d'une poire à air et de poudre magnésium. Boutan et son maître Henri de la Casse-du-Thiers comprennent que cette expérience photographique est un événement majeur dans l'histoire des sciences. Ce succès fait la une des journaux du monde entier. Il souhaite améliorer ses photos et s'oriente vers la construction d'un nouvel appareil au sein même de l'atelier du laboratoire Arago. Afin de contourner les problèmes d'étanchéité, il réalise avec le mécanicien David un boîtier dans lequel l'eau pénètre partout. Il fait préparer par les frères Lumière des plaques de verre résistantes à l'eau.
Mais le résultat est décevant, car l'objectif n'est pas adapté à l'indice de réfraction de l'eau de mer. Finalement, ce caisson est vite abandonné et les deux hommes fabriquent un nouvel appareil étanche, plus imposant, avec un système astucieux de mise au point du sujet et un objectif Darlo de qualité. L'appareil est si lourd qu'il rend difficile son déplacement sous l'eau. Bien souvent, je me suis épuisée dans cette manœuvre. La sueur ruisselait alors sur mon front. La vapeur produite par l'excès de travail se condensait sur les glaces du scaphandre et le paysage n'apparaissait plus qu'à travers un brouillard opaque. Je n'avais d'autre ressource, ne pouvant me servir de mes mains à l'intérieur du casque, que de frotter avec mon nez ou avec ma langue une petite surface de la glace couverte de buée. Je dessinais ainsi une petite fenêtre par où j'entrevoyais plus nettement les objets. Avec ces instantanés, Boutan fixe sur la plaque de verre de véritables paysages sous-marins. Avec l'image sous-marine, avec la photographie sous-marine, est apparue la notion de paysage sous-marin. Jusque-là, le monde sous-marin, c'était juste une espèce de contenant avec des créatures que l'on pouvait découvrir sorties de leur milieu, souvent mortes, capturées, au mieux dans des aquariums. Il a fallu l'image sous-marine. D'abord, il a fallu l'imagination des grands auteurs, de Jules Verne avec 20 milieux sous les mers. Je crois le premier à parler de la notion de paysage sous-marin quand le capitaine Nemo se promène au fond de la mer. Bon, voilà. Mais ensuite, c'est avec l'image sous-marine, et je crois que même Louis Boutan commence à en parler, parce qu'il fait les premières images sous-marines, donc il a conscience qu'il n'est pas juste en train de faire le portrait des photos d'identité de créatures. Non, il est bien en train, il comprend qu'il fait des photos d'un endroit, d'un lieu, d'un espace, donc d'un paysage au final. L'année suivante, l'ingénieux zoologiste se lance un double défi. Faire une photo à 50 mètres de profondeur et utiliser un éclairage électrique alimenté par des batteries. Il fait appel à nouveau à son ami, l'ingénieur centralien Eugène Chauffour. Les batteries au plomb sont fabriquées spécialement par la maison Tudor. Leur poids est énorme, plus de 500 kg à charger à bord de la balancelle. La première image test d'une gorgone est réalisée de nuit dans la baie de Banyuls. Après 8 jours d'attente à cause de la tramontane et malgré des manutentions difficiles à bord du bateau, il réussit la première photographie d'un panneau blanc à 50 mètres de profondeur grâce à un déclencheur commandé depuis le bateau. On me demandait toujours quel va être l'avenir de l'image sous-marine, des caméras. Je dis, bon, on a fait un long chemin de Louis Boutan à nos jours et on a passé à la miniaturisation de ces petites équipes avec tellement de possibilités. Le monde digital a représenté la révolution. Le terrain favorable à l'expression artistique que serait le monde sous-marin, ça c'est une évidence, j'en suis intimement convaincu. Ce que l'on voit, ce que l'on ressent
sous la mer est suffisamment fort, puissant, intrigant, déroutant pour que l'expression artistique y trouve un terroir, une matière première inimaginable, inépuisable et quasiment vierge en vérité. Quasiment vierge parce qu'il y a à peine un peu plus d'un demi-siècle qu'on va sous l'eau faire de l'illustration, alors que si on compare, il y a 30 000 ans ou 40 000 ans qu'on illustre la nature terrestre qui nous entoure, que ce soit des dessins dans les grottes ou que ce soit de la photographie en 8K en haute définition aujourd'hui. Mais il y a un monde d'écart, il y a 40 000 ans de différence entre voir la nature terrestre et l'illustrer et faire la même chose sous l'eau. Alors voilà, peut-être que la discipline est trop jeune pour qu'il y ait une expression, un travail artistique digne du potentiel de ce monde sous-marin. Mais il faut voir le bon côté des choses, tout reste à faire. Boutan va conclure ses expériences de photographie sous-marine par une projection à l'exposition universelle de 1900 et la publication d'un ouvrage de référence cette même année. L'avenir de la photographie est considérable. J'ai ouvert la voie, à d'autres de la suivre, de frayer de nouveaux chemins et d'arriver au but définitif.